Salut à tous, épisode 11 avec Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux. Et là, ce que je vais vous proposer ici, c'est le Tour de France, première partie. Ici, dans cette vidéo, ce seront les étapes 1 à 11. On s'arrêtera donc au sommet du col du Granon, qui a été assez déterminant cette année, puisqu'il nous a proposé une sacrée surprise quelque part pour les uns, et puis confirmation de la valeur de Vingegaard pour les autres. Voilà, et écoutez, ce tour démarre au Danemark, nous le savons tous, avec d'ailleurs un truc qu'on peut observer qui est assez intéressant. Moi je regarde beaucoup la fatigue des coureurs, parce que j'aime bien savoir un peu les enjeux, et comprendre aussi de quelle façon est-ce que mes coureurs vont être impactés au fil de ce Tour de France. On voit qu'on passera au-dessus des 30, qui est la barre fatidique, au-dessus de laquelle après le niveau de forme est impacté. On y passera, assez rapidement, au bout d'une semaine ou deux, enfin au bout d'une semaine ou pas deux, un peu avant. Et voilà, donc c'est intéressant. Il y a toujours une chose qui est très très difficile à résoudre, c'est d'aborder un grand tour sans fatigue. Et c'est honnêtement très très difficile, parce que vous êtes pris entre deux feux qui sont abordés avec un niveau de un niveau de préparation important et une fatigue minimale. C'est un peu la quadrature du cercle en fait, à résoudre comme question. Et honnêtement, moi je planche encore là-dessus. C'est super difficile, la gestion de la coupure, etc. Voilà, donc sujet que je développerai prochainement dans une vidéo différente. Mais en attendant, ce petit contre-la-montre inaugural va permettre de placer un petit peu tout le monde et de voir l'état des troupes ici et là. Arensman est-il le leader chez DSM ou est-ce Romain Bardet? C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Le champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna, va-t-il prendre sa victoire, entre guillemets, en tout cas, c'est ce qui pourrait lui revenir de droit. Attention. Ah là 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 là. Il est égalité avec Campenarts. Que va donc nous livrer Casper Asgreen? Casper Asgreen qui est, lui, à une dizaine de secondes, pendant que Alexander Kristoff en termine. On n'attendait pas non plus monts et merveilles. Allez, Stefan Kung, peut-être, pour essayer de bousculer tout ça. Les spécialistes, on les regarde de près sur ce genre d'exercice. Et puis on a également Tadej Pogačar et Primož Roglič qui arrivent derrière, avec Bernal également. Bernal n'est pas forcément en course pour la victoire aujourd'hui. Stefan Kung avait le meilleur temps. Ah, ça vient de changer à l'intermédiaire. Probablement Pogačar qui est passé par là. Allez, Stefan Kung qui en termine. Est-ce qu'il va prendre comme ça le meilleur temps provisoire? Oui, superbe, magnifique. Kung a donc battu Ganna. Et ça, c'est déjà un premier truc intéressant. Alors que Bernal, en termine, mais ne concède pas trop de temps. Roglič qui vient comme ça deuxième derrière Kung. Et quid de Pogačar? Bam! Pogačar exceptionnel sur cette première étape, qui vient gagner le prologue. Ce n'est pas un prologue, il vient gagner la première étape contre la montre de un petit peu plus de 13 km sur du plat. Et c'est Tadej Pogačar comme ça qui s'impose et prend le premier maillot jaune. Le ton est donné sur ce Tour de France. Apparemment, les très gros favoris n'entendent pas laisser le maillot à n'importe qui. Au moment ensuite d'aborder l'étape 2. L'étape 2, il y a une zone de vent, vous l'avez vu si vous avez regardé cette étape comme moi. Il y a une zone de vent qui correspond au pont, au très long pont qui aura en fin d'étape, où on va comme ça traverser une zone forcément très très exposée au vent. Alors ça avait fait relativement pchit IRL, donc qu'allons-nous voir ici?
Déjà, le vent de base dans cette étape est faible, puisque 7 km/h, ce n'est pas important. Et ça peut être déterminant, parce que si on avait eu un vent de base à 20 km/h, on aurait eu sûrement des zones à 40-45 sur le fameux pont, alors qu'Alexis Goujard nous fait du Kort Nielsen. Voilà, bam, il prend les points, et il sera donc le premier maillot à pois de ce Tour de France. Je n'ai pas jugé utile d'aller m'épuiser à jouer cela. Il y aura beaucoup plus de points par la suite. Je rappelle que l'objectif du sponsor sur ce Tour de France, c'est le maillot justement de la montagne. C'est le maillot à pois. Il faut qu'on ramène ce maillot à pois. Et les sprints intermédiaires également peuvent nous intéresser. Ici, je l'ai disputé avec Alexander Kristoff, avec son joli maillot. Il vient d'être champion de Norvège. Donc il a hérité d'une très très jolie tenue. Voilà. On va aborder comme ça maintenant la zone devant. Alors c'est vrai que c'était quelque chose qui était apparu, je sais plus si c'était il y a 2 ans ou oui, je crois que c'était il y a 2 ans sur Pro Cycling Manager, ou il y a 1 an, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose qui franchement enrichit l'expérience de jeu. Après, il peut y avoir un bémol parfois sur ces zones de vent sur Pro Cycling Manager, c'est le fait que ça vienne un peu trop exagérer les différences qui peuvent se faire. De toute façon, dès qu'on introduit quelque chose, on est toujours le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que soit ça va s'avérer génial et ça va être hyper réaliste, soit ça va commencer à venir gâcher un petit peu l'expérience de jeu. Alors, je sais que dans vos parties, dans les miennes, on a tous des expériences positives et négatives de ce genre de choses. Moi, après, je considère ça comme globalement positif. Regardez, la vue d'hélicoptère nous renseigne très rapidement sur le fait que oui, ça a indéniablement fait très très mal cette zone de vent, puisque les coureurs sont éparpillés un petit peu dans tous les sens. Dans le groupe maillot jaune, il n'y a qu'une 50aine de coureurs. Les éventails sont constitués, et on voit par exemple que Tadej Pogačar ici a accusé le coup, puisqu'il est seulement dans un deuxième groupe derrière ce qu'on va appeler le peloton Roglic, et c'est lui qui travaille en plus. Ça veut dire qu'en gros il a été complètement délaissé par ses équipiers qui ont complètement explosé. Nous devant, on travaille, c'est pas tellement pour faire mal à Pogačar du tout, ce serait plutôt pour essayer de mettre Alexander Kristoff dans les meilleures dispositions en vue du sprint. Allez, c'est parti. Ça a mal suivi Hermans du côté de Pasqualone, ce qui fait que Kristoff se retrouve très très loin. Et ce qu'on croyait pouvoir mettre en place, bien joué Groenewegen, qui bat Tim Merlier, vraiment de pas grand chose. Ouais, ce qu'on pensait, voilà, Pogačar qui va concéder du temps ici, sur cette première étape en ligne. Schachmann également. Ça, mine de rien, c'est une première information. Roglic a pris du temps vis-à-vis de Pogačar sur cette première étape en ligne, et on s'est retrouvé, nous, un peu le bec dans l'eau. Moi, j'espérais, en emmenant comme ça, peut-être bénéficier d'un scénario dans lequel il y aurait moins de sprinteurs de grande valeur. Vous pouvez voir que ce n'est pas le cas, et il y a eu vraiment lutte pour la victoire d'étape, et on était très très loin. En fait, le train tel que je l'ai constitué là n'a pas bien marché. Alors est-ce que c'est une constante, c'est quelque chose qu'on va observer à d'autres endroits, ou est-ce que c'était juste peut-être un épiphénomène? Ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, l'étape 3 va nous permettre de tester ça. Il y a comme ça du bon sprint là, comme ça, en ce début de Tour de France à tester, et c'est vrai qu'on aime ça, évidemment, hein, c'est une autre facette de ce jeu. Bien sûr qu'on aime jouer les étapes de montagne, et qu'on aime jouer même les échappées, et plein d'autres choses, les classiques, les flandriennes, les ardennaises, mais également ce genre de scénario où il faut essayer d'être bon au sprint et d'emmener notre leader le mieux possible. Alors, vous voyez que actuellement, l'homme que je protège, sinon pour le général, c'est Zimmermann.
Hein, donc bon, on aura l'occasion d'en redire un mot. Attention, sprint, ouais, je me suis relevé, parce que de toute façon, on n'avait rien à espérer. Les sprints intermédiaires pour le classement par points sont excessivement disputés. Hein, il suffit de voir sur l'étape 1, 2 et sur l'étape 3 à l'instant, la manière dont ça a été vraiment disputé par un grand nombre parmi les tout meilleurs sprinters. Allez, le final de cette étape 2, sans encombre particulière, il n'y a pas eu spécialement de chute, il n'y a pas eu de choses très spectaculaires à signaler. On va ici essayer de se positionner. Christophe, vous voyez, j'ai pris une roue ici. Je me suis dit, tiens, puisque le train ne marche pas des masses, et si on prenait la roue de Peter Sagan, et qu'ensuite on essaie de lancer, ouais, ben vous voyez que sur l'accélération, Christophe il se fait complètement posséder, et c'est Phil Bauhaus qui s'impose pour Bahrain Victorious, avec malheureusement Christophe excessivement loin. Hein. On est top 10, mais au moment où les sprinters accélèrent tous, Merlier en tête, Groenewegen également, ben on se fait complètement battre. Bon, voilà, ça fait partie, c'est l'apprentissage. Dans ce Tour de France, on arrivera peut-être à en prendre une quand même, tôt ou tard. Caleb Ewan également présent, Arnaud Démare, Solo. C'est marrant de constater aussi une chose, puisque je vous ai proposé le Giro. Dans cette partie, le Giro il y a peu de temps, de constater que beaucoup de sprinteurs ont fait Giro et Tour de France. Beaucoup parmi les sprinteurs, on va dire, dominants du peloton. On notera par exemple la présence de Philipsen et tout un tas d'autres qui ont été sur les 2 grands tours. Donc dans quel état se retrouveront-ils sur les Champs-Élysées ? Bien, c'est une question. Est-ce qu'on pourra essayer de profiter peut-être d'une certaine fatigue ? Est-ce que peut-être certains arriveront parfois hors délai ? Il y a des questions comme ça qui se posent. Après, c'est quand même dur d'être hors délai sur PCM, parce que les délais sont, pour rentrer dans les temps, sont assez longs quand même. Et même en haute montagne, ça paraît quand même plutôt favorable aux sprinters. Ici, vous voyez, j'ai pris l'échappée dans l'étape 4. Pourquoi ? Tout simplement parce que Goujar et Rojas me font pas excessivement peur avec Quinten Hermans, puis que j'aimerais bien commencer à marquer quelques points pour la conquête du maillot à pois. Alors, est-ce que Hermans sera vraiment l'homme désigné ? En fait, vous allez voir, ça va évoluer. Au début de ce Tour de France, j'étais persuadé de devoir agir de la manière suivante. Plutôt Pozzovivo pour le général. Pozzovivo qui double aussi Giro et Tour de France là. Hein. Donc il va toucher son pic dans pas longtemps. Au final, on s'en tire pas si mal avec Domenico Pozzovivo. Et je parle au niveau de la préparation, de la planification, on s'en tire plutôt pas mal finalement avec ce coureur. Du coup, je m'étais dit un petit top 15, voire top 10 sur un malentendu pour Pozzovivo. Et puis par contre, j'avais totalement pensé à l'avance, allez, Hermans va nous prendre un peu les points. Ici, il y a 6 fois 1 point à prendre sur cette étape 4. Donc, il y a moyen d'aller chercher le maillot. Vous voyez, on est presque en train d'y arriver. Parce que Hermans tire bien son épingle du jeu face à Rojas et face à Alexis Goujar. Ce qui fait qu'en fait, Pozzovivo pour le général, avec quand même Zimmermann en tête, dans un coin de la tête, en me disant finalement, sur de très bonnes formes du jour, Georg Zimmermann pourrait être finalement celui qui nous fait le plus plaisir, et on laisse les vétérans plutôt partir dans les échappées. Franchement, j'étais un peu en hésitation, et en se disant aussi que Luis Mentis pourrait être plutôt celui qui est chargé d'essayer d'aller glaner en montagne le classement de la montagne, donc le maillot à pois. Voilà un peu ce que je me disais. Vous voyez qu'ici, de toute façon, ça a bien roulé.
On n'ira pas au bout, mais par contre, Quinten Hermans portera le maillot à poids dès l'étape suivante. Voilà, allez, on se relève et on laisse un petit peu les équipes de sprinters très présentes et très agressives, et tant mieux d'ailleurs, s'expliquer pour essayer de mettre tout le monde, tous leurs sprinters dans les meilleures dispositions. Il y a une zone devant également sur la fin de cette étape 4, donc à voir un petit peu ce qu'elle peut donner. Et avec 44 km/h devant, ça m'a donné envie de m'amuser à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que pile au moment où les choses commençaient à devenir intéressantes, la crevaison de Zimmermann nous a un peu fichu en l'air notre stratégie. Donc dommage, j'attends de ce fait. J'attends et je joue différemment. Je vais essayer de demander à Adrien Petit de faire un petit départ tout seul, voir un petit peu s'il est suivi par ce groupe d'une quarantaine de coureurs, qu'on a du mal d'ailleurs à rattraper. Il y a les plus grands favoris à l'intérieur de ce groupe. Mais regardez, nous, à cause de cette crevaison, on se retrouve à devoir rouler pour boucher un écart. C'était pas une très bonne chose qui nous est arrivée là, avec tout le monde dans la roue avec 4 coureurs dans la roue de Zimmermann, qui a aussi une bonne note de plaine. C'est pour ça qu'il faisait partie de ceux qui étaient censés travailler dans ce final. Bon, Adrien Petit sera repris peu avant l'arrivée, et on aura donc ici une arrivée au sprint. Allez, on tente le coup avec Van der Horn. Trop dur. Trop dur. Jacobsen, Boigny, et non, en fait, regardez le TGV qui arrive à gauche. Groenewegen, qui prend une deuxième victoire. Dommage pour Nasser Boigny. Le coup est passé très près. Et on se retrouve un peu malheureux ici, sur cette fin d'étape, puisqu'on va concéder du temps avec nos 3 coureurs potentiels pour le général. Et bon, voilà, dommage. Petit coup du sort là qui nous aura été un petit peu tristouné. C'est triste pour nous de perdre sur ce genre de choses, mais encore une fois, ça fait tellement partie de la course. Regardez, il y a ici une cassure. Voilà, on va accuser une 33. Le groupe Mentis, si j'ose dire, va se manger 1 minute 33 sur la ligne. Et donc, comme ça qu'on perd du temps et qu'il y a une hiérarchie qui commence à se dessiner sur ce Tour de France. Donc, il y avait eu Pogačar qui avait perdu du temps. Il est maintenant à 1,03 de Primož Roglič. C'est important déjà d'avoir perdu 1 minute sur Roglič, sans que ce dernier n'ait eu vraiment grand chose à faire. Donc avantage Roglič en ce début de Tour de France. Vous pouvez peut-être vous demander, et que se passe-t-il vis-à-vis de Vingegaard? Est-il présent? Réponse oui. A-t-il le leadership chez Jumbo-Visma? Réponse non. Très clairement, ce n'est pas un spoil que d'annoncer déjà maintenant que Jumbo-Visma a choisi de jouer la carte Roglič et non pas la carte Vingegaard. Donc à partir de là, ça va être un peu un crève-cœur pour nous autres amateurs de cyclisme, parce qu'on aurait aimé voir une explication Vingegaard Pogačar. Ce sera plutôt Roglič Pogačar probablement. Donc il faut s'y préparer. Ici, on a tenté le coup pour partir en échappée avec Hermans en ce début d'étape. Ce n'était pas très concluant. Et pourquoi ne pas tenter plutôt ici de profiter, voilà, hop là, c'est ce que j'ai fait ici avec Adrien Petit, profiter du sprint intermédiaire pour finalement prendre ce qui devrait être la bonne échappée du jour, puisque les équipes de sprinters se relèvent, vous le voyez bien, et Adrien Petit, avec les 2 BNB là, sera bientôt rejoint par un groupe de 4 coureurs, avec notamment Stan de Wolf. Pas mal. Petit groupe. Petit et de Wolf, manifestement, sont les plus forts. Après, on a Mozzato, Bonamour, et quelques coureurs qui pourraient, déjà au moins, moi j'y vois notre intérêt, permettre de faire durer cette échappée et finalement de collaborer
Le fait qu'E3 BNB n'est pas très inquiétant en vue d'une éventuelle victoire d'étape pour Adrien Petit, au cas où cette échappée irait au bout, parce qu'il est bien plus fort que les autres. Mais en revanche, ça peut nous aider parce qu'ils vont sûrement collaborer très très activement. Allez, on donne de bons relais par moment. Vous voyez que le peloton ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, et sur les secteurs pavés notamment, hein, je donne pas mal de puissance avec Petit. Il faut qu'il contribue beaucoup si on veut se donner des chances d'aller au bout. Et derrière, il n'y a pas vraiment... Ben non, mais personne en fait. Hein. Personne n'est lâché. Et donc le peloton est encore relativement groupé. On notera que cette étape est relativement courte. Hein, ce qui empêche de peut-être d'assister à des défaillances. Et puis les secteurs pavés, il n'y en a que 11. Ils ne sont pas tous très longs. Et en plus, ils ne sont pas tous très difficiles. On n'a aucun secteur pavé 5 étoiles sur cette étape. Je crois qu'il y en a un à 4 étoiles. Et le reste, c'est à 3 ou moins. Donc, ce sont de gentils pavés, si j'ose dire, par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres courses. Allez, Adrien Petit qui tente le tout pour le tout, alors que le groupe, quand même, maillot jaune, au fil du temps, s'est beaucoup, beaucoup réduit. On est dans les 20 derniers kilomètres et oh là là, dommage. Crevaison, chute, de Van der Horn avec Roglic, Alaphilippe, Mohoric, Bettiol, bref, il y a pas mal de beaux noms. Asgreen, bref, pas mal de gens victimes de cette chute. Allez, c'est notre opportunité, ça. Ça, c'est une chance pour nous. Vous voyez, donc des fois, ça joue défavorablement, mais ça peut aussi être un fait de course qui est à notre avantage. On va demander à Petit de rouler. On prépare toujours le terrain éventuellement pour Christophe, mais le problème, c'est que Christophe, il va mal. Il va très très mal en cette fin d'étape. Et du coup, je me dis quelque chose. Et si Pasqualone jouait sa chance? On est très proche de l'arrivée. Andrea Pasqualone vit plutôt bien sur les pavés. Il n'y a plus grand monde pour rouler dans le groupe dont il est issu. Encore Zimmermann qui crève, le pauvre. Et Pasqualone qui se fait une belle avance ici. Oui, Pasqualone va s'imposer. Dans ce final, personne n'a réussi à s'entendre pour essayer de le reprendre. De toute façon, il y a moins d'une vingtaine de coureurs seulement qui sont en chasse d'Andrea Pasqualone, qui termine, ouf, avec un petit peu de barre rouge et offre à Intermarché ou Antigobert Matériaux sa première victoire sur ce Tour de France. Pogačar qui fait 2. Et regardez, Roglic va probablement perdre du temps. Quintana n'en perd pas. Asgreen a réussi à rentrer très fort. Et derrière, oui, il y aura un petit écart sur la ligne pour des gens comme Alaphilippe, par exemple, ou Primož Roglic. Voilà, bon bah écoutez, on a été opportuniste sur cette étape-là. C'est normal de l'avoir été. Andrea Pasqualone, pourquoi pas. C'était peut-être pas celui auquel je pensais en premier, je pensais à Alexander Kristoff, mais il va assez mal sur ce début de Tour de France, et je trouve que il ne résiste pas beaucoup à certains efforts, donc ça se passe pas génialement bien. Tiens, on a changé de leader. Christophe Laporte se retrouve ici leader, et quand je remonte pour essayer de chercher mes leaders potentiels, perçois que c'est Zimmermann qui est le mieux armé, ce que j'annonçais un petit peu, j'avais ça en coin de la tête. Et si Zimmermann continue à avoir de bonnes formes du jour, est-ce que ce ne serait pas lui finalement notre meilleure carte pour un général honorifique, hein, il n'y a pas d'objectif particulier, et comme ça on laisse vraiment champ libre à Hermans, Pozzovivo surtout, Mentis évidemment, pour aller plutôt dans des secteurs bien montagneux, tenter leur chance en échapper. Voilà comment peu à peu la stratégie émerge, et on se dit il y a quelque chose à faire peut-être de ce côté-là, et de cette façon, en organisant les choses comme ça. Hermans qui sprint ici pour essayer d'aller chercher de précieux points pour consolider son maillot à pois. Rojas n'a pas réussi à le reprendre, donc on prend une petite avance. Après voilà, tout ça est symbolique en début de Tour de France.
C'est pas ici qu'on va faire une différence de dingue par rapport à ce classement annexe. Vous voyez que le peloton ne laisse pas de liberté. Hein. Caleb Ewan, Sagan, Gaviria, tout le monde sprint aussi pour essayer de conquérir ce précieux maillot vert. Toujours sur les épaules de Groenewegen, hein, à ce stade-là. Ça va durer un petit moment parce qu'il a pris beaucoup d'avance. Il a pris 2 fois 50 points. Et il a aussi pris des points sur certains sprints intermédiaires. Donc, et aussi sur une arrivée où il fait top 5 de mémoire. Donc Groenewegen très en tête du classement par points à ce stade-là. Et nous, on a envie de tenter le coup. Est-ce que cette échappée pourrait aller au bout? En tout cas, on va s'appliquer à ce que ce soit le cas avant de se résigner et de se dire non, allez, c'est condamné, il y a 1 minute seulement. En plus, les autres ne collaboraient pas bien avec Hermans. Ça devenait un petit peu pénible d'avoir l'impression de faire tout le boulot par moment. Du coup, j'avais envie de ne plus en faire, et puis du coup, les autres ne collaboraient pas non plus. Donc c'était un petit peu voué à l'échec, cette arrivée pour l'échapper. C'est ainsi qu'on va plutôt se réorganiser, et on va plutôt jouer le coup collectivement, en essayant de se placer aux abords des dernières difficultés, et essayer plutôt de jouer la victoire. Vous verrez avec qui sur la dernière ascension. Voilà. Donc c'est ça que je me suis finalement... Changement de stratégie là encore. Allez, Van der Horn qui tape dur ici. Voilà, très très gros effort. Van der Horn qui est souvent inépuisable. Hein. C'est un coureur hyper précieux. Genre de coureur qu'on préfère avoir avec soi. Ensuite, dès qu'il sera trop fatigué, c'est Luis Mentis qui devra prendre le relais avec Quinten Hermans. Et puis on va se garder Pasqualone, Pozzovivo et Zimmermann pour la toute fin. On n'a même pas fait vraiment beaucoup de différence. Hein. Ah, quand même, ça commence à apparaître, oui. Première cassure. Il faut attendre les tout derniers kilomètres de l'étape. Allez, Pasqualone qui doit lâcher ici Pozzovivo et Zimmermann. Oui. Est-ce que le train Intermarché va résister au retour de Roglic? Oui, très belle victoire pour Zimmermann. Roglic doit s'incliner, doubler même, doubler sur cette étape. Et voilà, première victoire de la carrière de Zimmermann sur un grand tour. Je suis assez content. Je suis assez content d'avoir essayé ce que j'ai fait, parce que finalement ça a fonctionné. Voilà, on ne se lasse pas de Zimmermann qui lève les bras. Il y avait un équipier aussi là-bas derrière qui fêtait la victoire de son coéquipier. Roglic placé, qui prend une bonif. Il y a un mini écart sur la ligne, donc Roglic retourne en jaune. Non, regardez, surprenant. Par contre, il a quand même une trentaine de secondes sur Pogačar d'avance encore. Hein. Faut toujours regarder les écarts relatifs. On notera aussi que Bernal est un petit peu derrière. Et non, c'est Kasper Asgreen qui hérite du maillot jaune au matin de l'étape 7, avec cette arrivée sur la super planche des belles filles. Bon, là aussi, un premier rapport de force entre favoris sur terrain plus à leur avantage. Et j'en vois Hermans aussi en échappée. Allez, on ne se gêne pas. Il faut tout le temps partir quasiment dans les échappées. On essaie de protéger Zimmermann afin de bien résister. Derrière, vous voyez, ça va rouler. Les équipes s'entendent pour rouler et ne pas laisser trop de champ pour le moment aux échappées. Est-ce qu'on va dépasser la barre des 2 minutes? En tout cas, on a Verona, Simon, Henao, Riesebeck et Tsingel. Oh là là, crève-cœur. Crève-cœur que cette chute de Hermans, alors qu'il y avait une jolie avance pour l'échapper. Donc voilà, dommage. 2 minutes, on va se retrouver comme ça en chasse-patate, c'est ridicule. Il faut vite attendre le peloton. On va se relever avec Hermans. Voilà, donc tant pis, ça n'a pas marché.
On va tenter autre chose peut-être si l'opportunité se présente pour essayer d'aller quand même glaner des points parce qu'il y a du point à aller chercher là sur cette étape et du coup je me décide de rouler pour réduire l'écart avec l'échappée. De toute façon, Adrien Petit et Alexander Christophe ne seront d'aucun secours dans le final et autant les consommer, c'est chose faite, pour ensuite demander à Van der Horn de mettre dans les meilleures dispositions Luis Mentis pour éventuellement partir une première fois sur ce Tour de France et donner un petit peu le ton de ce qui suivra, à savoir beaucoup de prises d'échappée pour Mentis. Regardez, on a réussi même à sortir avec Hermans, même si les groupes se sont un petit peu disloqués, mais à l'avant, on pourrait retrouver Hermans et Mentis à l'issue de cette première ascension du jour. On va demander d'ailleurs à Quinten Hermans de travailler, à moins que ce ne soit l'inverse. Voilà, cette fois-ci, toujours Hermans. On va laisser le Belge essayer d'aller prendre les points. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ici? Effort curseur violent. Rojas. Ouf, on est battu d'un cheveu. On consolide, même si c'est paraître ridicule un peu, mais on consolide notre maillot à poids à ce stade-là. Et puis avec l'arrivée très proche du peloton, on va aussi se relever, se caler et préparer plutôt la toute fin d'étape. Alors, on protège, vous voyez, je protège Zimmermann, je protège Pozzovivo. Et puis on verra bien un peu la manière dont les choses se passeront. La planche des belles filles, même la super planche des belles filles, ce n'est pas très difficile par rapport à d'autres ascensions. Déjà parce qu'elle n'est pas très longue et même les punchers peuvent y jouer un vrai rôle. Puncher pas nul en montagne, ça va de sans dire. Regardez Asgreen qui est d'ailleurs aux avant-postes. Yates, il est pas mal, Simon Yates, on n'en a pas parlé, mais Simon Yates fait plutôt un bon début de Tour de France. Là où certains ont déjà perdu le général, lui, il reste placé. Bernal, Roglic, Pogačar, très proche de la tête. On est encore sur une phase assez groupée ici. Et ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu en haut de l'écran. Roglic qui va réussir à faire un petit écart, même si ça ne se voit pas beaucoup. Regardez, il est en train de sortir Primož Roglic. Bernal a craqué. Et sur la toute fin, là, les 2 derniers kilomètres, Pogačar aussi n'est pas au mieux. Sur la toute fin de cette étape, finalement c'est Bardet et Schachmann qui résistent le mieux. Et Roglic qui s'envole littéralement vers une très jolie victoire. Avec, il va encore gagner un peu de temps, Primož Roglic. Là-dessus, allez, voilà. Très joli pour le Slovène. Romain Bardet a bien résisté. Arensman, dans la petite lutte chez DSM, ne marque pas de points, puisque c'est plutôt Bardet ici. Et par contre, vous voyez comme tout le monde arrive sans qu'il y ait vraiment de cassure. Il risque d'y avoir beaucoup de coureurs qui seront dans le même temps, les uns que les autres. Donc à voir. En tout cas, Gaudu par contre a souffert ici, alors que Gaudu ne fait pas un mauvais Tour de France, vous allez voir. Il est pas mal. Et bien plus tard, nos sacrifiés de la première heure, Petit et Christophe, viendront rentrer dans les temps. Et on revoit ici le petit ralenti de Roglic aux abords du sommet, qui, ouais, vraiment, on a du grand Primož Roglic sur ce Tour de France. Et mon petit doigt me dit à ce moment-là que ce n'est pas fini. Tiens, jolie 4e place pour Lutsenko. Alaphilippe aussi ne concède pas grand-chose. On le voit, les punchers ne sont pas du tout pénalisés, même sur la super planche des belles filles, sur PCM. Un bon puncher qui s'est grimpé ne perd quasiment pas de temps sur cette arrivée au sommet là. Allez, passe à étape 8, Dole, Lausanne.
avec là encore une arrivée après difficulté. Les 82 en montagne feront-ils face au meilleur puncher du peloton? C'est à voir. Hermans part encore en échappée. Allez, on se décourage pas. On continue à essayer de consolider, même si on a perdu notre maillot à poids, même si Hermans le porte, mais on a perdu le maillot à poids sur la planche des belles filles, puisque Roglic a marqué les points au sommet. Et donc Hermans n'est plus que deuxième, puisque Roglic a marqué 10 points. Et il faudra peut-être se méfier. Peut-être que c'est des favoris, des ultra favoris, que viendra le problème principal pour la conquête de ce maillot à poids. Parce que s'il commence à prendre les points au sommet lors des arrivées des étapes très lucratives, nous on n'aura plus que des miettes et on pourra compter que sur les points GPM intermédiaires, ce qui peut éventuellement ne pas suffire. Parce qu'encore faut-il arriver à les prendre, ces points-là. Donc voilà, c'est Jumbo-Visma qui contrôlait dans un premier temps. Il y a eu participation de certains au sprint intermédiaire du jour. Et derrière, voilà, je me fais damer le pion ici. Ils allaient trop vite, notamment Julien Simon. Trop rapide pour Hermans sur ce coup-là. Allez, on a une deuxième occasion. Sprint mon grand, sprint. On va encore une fois se faire battre. On est encore battu. Ici, c'était Bonamour, je crois, qui a marqué les 2 points. Et on n'a même pas pu marquer le point de deuxième. Derrière, ça se passe relativement calmement dans le peloton. Mais quand même, c'est un peloton qui roule et qui ne souhaite pas laisser la victoire d'étape aux échappés. Donc, ça pourrait s'éliminer. Voilà, on franchit la frontière, on passe en Suisse. Et Hermans, toujours à l'avant, avec ses compagnons du jour, va viser non pas l'arrivée, mais le sprint, le GPM qui suit là. Donc allez, on essaye de se mettre dans les meilleures dispositions. Mais regardez, sur l'accélération, je me fais complètement déchirer sur l'accélération, ce qui fait qu'en fait, cette échappée n'aura pas servi à grand chose pour Hermans, qui se sera épuisé en pure perte, ne parvenant même pas à glaner le moindre point. Tiens, je suis encore une chute, c'est pas possible. Chute de mon leader pour le classement général, Zimmermann. Pas très sympa ça. Pas très sympa toutes ces chutes, ces crevaisons là. Commence à être un petit peu malchanceux le bonhomme. Même s'il a eu le bonheur de prendre une étape. Allez, on va réussir à rentrer peut-être. Voilà. Magnifique. J'avais détaché 2 hommes à l'arrière, ils ont bien roulé. Et ensuite, Zimmermann n'a qu'à eu à accélérer pour rejoindre l'arrière du peloton. Ensuite, on voit que au sein de l'échappée, ça ne s'entendait pas. J'ai rabattu Hermans. J'en ai marre de faire aussi les efforts pour les autres. Et on va assister bientôt à une reprise des 2 derniers rescapés de l'échappée du jour. Notamment Julien Simon qui fait une belle étape. Et on va préparer surtout l'arrivée à Lausanne. Petit Mentis s'est écarté. Mentis travaille. Hermans, Pasqualon, Pozzovivo, Christophe. Alors, Christophe, vous savez pourquoi je le mets derrière? C'est pour essayer de provoquer parfois une cassure et pas permettre à certains de prendre la roue, en l'occurrence ici de Zimmermann. Donc c'est pour ça en fait que je le cale. Parce que j'ai remarqué que c'était une tactique qui pouvait s'avérer parfois payante. Allez, Pasquale, oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y a Roglic qui arrive très très bien lancé. Allez, Pozzovivo, Zimmermann. On retrouve encore des protagonistes de l'étape 6, mais pas dans le même ordre. Roglic fait 1, Zimmermann 2, Pozzovivo 3. On n'était pas très loin d'arriver à en prendre une supplémentaire de victoire, mais ce ne sera pas le cas ici. Et c'est encore Primož Roglic qui s'impose, décidément insatiable sur ce Tour de France.
En plus, c'est assez net, hein. Il a surgi pile au bon moment. En fait, j'ai une confirmation là depuis pas mal de temps de la manière dont on peut gagner ces étapes-là. Vous avez, on va dire, une longue côte. Il y a plutôt des forts pourcentages au début, et puis vers la fin, c'est un petit peu moins fort à l'approche du sommet. Il ne faut pas hésiter à lancer un peu à l'avance. Et en tout cas, ce qui prime, c'est la fraîcheur sur ces étapes-là. Le ménage a été fait en tête du classement général, et il ne va plus tarder à être encore mieux fait que cela. Et sur ces étapes-là, ouais, en tout cas, moi je pense avoir plus ou moins trouvé comment gagner ou comment presque gagner. Après voilà, ça peut pas marcher à chaque fois, puis en plus ici c'est le Tour de France, donc c'est un plateau qui est très relevé, mais grosso modo, je pense qu'on verra dans la suite des vidéos que ces étapes-là, on a moyen de les prendre quasi systématiquement, ou en tout cas de faire top 3 de manière assurée. Étape difficile, étape où il y a beaucoup de points à aller chercher, c'est Pozzovivo qui, fort de son retard de presque 8 minutes au général, va s'y coller. Cette fois-ci, allez, en gros, les choses deviennent sérieuses et on commence à jouer le maillot à poids d'une manière plus sérieuse, avec de vrais candidats comme Pozzovivo ou comme peut l'être également Meintjes. Ouais, sauf que, comme vous l'avez vu, Pozzovivo, il se fait complètement éclater sur les sprints intermédiaires. Donc il va falloir attendre que les pourcentages deviennent plus importants, comme un peu ici sur le col des Mosses, pour arriver peut-être à marquer des points. Allez, on s'applique. Ça va être un catégorie 2, ça. Donc on doit accélérer. Ouais. Eh ben, difficile, hein. Encore une fois, en fait, au sprint, on recule. c'est terrible. C'est terrible. Ensuite, le col de la Croix. Alors là, on se dit, bon, allez, quoi. En plus, regardez, écart 10 minutes. Ça veut dire que Jumbo-Visma a délibérément laissé l'écart se faire. Et la victoire d'étape est probablement devant, hein. Donc ici, j'essaie d'accélérer avec Pozzovivo. Allez, on accélère. Effort curseur très très important. Est-ce que ça va nous suffire pour passer en tête? Même pas. Regardez-moi ça. Même pas. C'est Woods qui est passé, puis Julien Bernard. Derrière Madouas, ça a craqué sur la toute fin de cette ascension. Il a craqué au moment du sprint, en fait. Il lui en restait plus beaucoup. Le peloton commence à se réduire. Et puis c'est un petit peu difficile aussi. À l'avant, oh là là, chute de Timmerman, chute de Meintjes. Terrible. On se retrouve donc là en difficulté. Il faut essayer de réorganiser un petit peu tout le monde. C'est pas facile du tout. On va devoir rapatrier des équipiers s'il n'y en a pas, pour permettre à Timmerman et Meintjes quand même de rentrer. Van der Horn est sollicité. Et puis à l'avant, pendant ce temps-là, évidemment, ça a attaqué. Donc là, le tableau est un peu complet dans ces cas-là. C'est-à-dire que je m'occupais d'un coup dur à l'arrière au moment, évidemment, où l'IA choisit d'attaquer pour, surprendre Pozzovivo. Donc, ouais, vraiment pas cool. Vraiment pas cool ce scénario. On se retrouve donc en chasse du groupe maillot jaune, avec Pozzovivo qui doit entamer une folle remontée dans cette ascension du pas de Morgin. Et donc, c'est pas facile. C'est un peu ingrat. Il y a des moments où ce Tour de France tourne un peu au cauchemar. Après, Pozzovivo est fort. Il a moyen comme ça de faire un beau retour. Ouais, sauf que, regardez, là on a vu Karl Friedrich Hagen lâcher, mais devant, il a Michael Woods, on va en reparler de suite. Derrière le groupe maillot jaune, eh bien évidemment, Hermans fait tout ce qu'il peut à la poursuite de Gaudu, mais pas que, surtout pour ramener Timmerman le plus haut possible, parce que ça a accéléré évidemment, et Uran notamment, vous avez vu, semble bien en jambes. Devant,
Pozzovivo, allez, a repris Madouas. Et Woods caracole en tête. Il va comme ça franchir le sommet et prendre un maximum de points. Derrière, chez les favoris, ça s'est excité avec Bernal, Roglic, Pogačar qui sortent de leur groupe. Et Pozzovivo, allez, courage, qui est lancé vers la conquête du au moins podium sur cette étape, dirais-je. Madouas qui ne peut pas suivre. On va ensuite reprendre Julien Bernard et Pozzovivo termine très très fort, mais ce ne sera pas suffisant. Et c'est Michael Woods qui réalise comme ça la super opération du jour, avec victoire d'étape, un maximum de points pour la conquête du maillot à pois, et Pozzovivo va se contenter, elle est jolie, hein, mais d'une 2e place. Voilà, tout simplement. Donc après, le bilan n'est pas négatif. Regardez un petit peu comment ça se passe derrière. Sharman, voilà, qui a réussi dans un premier temps à faire un petit écart, mais Roglic reprend tout ça avec Sharman, Pogačar juste derrière. Nibali n'est pas mal. Nibali qui double aussi Giro et Tour de France dans cette partie. Pour l'instant, ça se passe très très bien pour le vétéran italien. Et Zimmerman accusera 10 minutes sur Woods sur la ligne. Herman sera donné tout ce qu'il pouvait. Meintjes n'aura pas pu être d'un grand secours ce jour-là. On a encore de l'espoir pour Luis Meintjes. Le tour est encore très très long. Et voilà, Michael Woods, donc le héros du jour. Voilà, magnifique victoire pour le Canadien. Ça va le rapprocher un peu au général. Du coup, il n'aura pas le droit de sortir en échappée quelque part. L'opération n'est pas dramatique, surtout que Pozzovivo a réussi du coup une bonne opération sur le plan comptable. Il revient 11e. Du coup, changement de leader chez Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux. C'est Pozzovivo, et là je pense que ça ne changera plus. On va essayer de s'accrocher à cette 11e place avec l'Italien, et de ce fait, Zimmerman, Meintjes et compagnie seront tous utilisés plutôt dans les échappées. Allez, Hermans qui y retourne sur l'étape 10. Là encore, une étape sur laquelle il y a des petits points à ramasser ici et là pour le classement du maillot à pois. Regardez comme Jumbo Visma à un moment donné dit ok, on prend le contrôle, on met un tempo raisonnable et l'échappée elle peut aller loin si elle le veut. Ça va être encore le cas sur cette étape. Ils sont assez généreux dans leur manière de gérer les choses, les Jumbo-Visma ici dans cette partie. Roglic étant avec le maillot jaune, il n'y a pas de problème. Ils donnent de la liberté aux échappés, et à la limite je pense que ça les arrange de ne pas devoir contrôler outre mesure. Allez, bien joué Hermans, qui refait un petit peu de son retard là sur ce premier GPM du jour. Deuxième, pardon. Et bon, ça suffira pas, hein. Woods a encore pas mal d'avance, hein. Il a pris beaucoup de points à l'étape d'avant, mais on s'accroche, on y croit, on sait que ce sera difficile, et donc on se fait pas d'illusions. Il faut devancer les sprints, hein, comme je le fais là, même si là du coup on l'a trop devancé évidemment. Toujours une lutte acharnée sur les GPM. Après ça c'était un catégorie 4, hein, donc c'est pas non plus la fin du monde. Et on aborde l'ascension finale avec beaucoup d'avance. Là encore, on sait que la victoire sera pour l'un des hommes de ce groupe. Guillaume Martin, Carlos Verona, on a Rubio, Jorgensen, il y a beaucoup de Movistar en fait. Barguil, Simon Clark, Van Sevenant, Bonamour, et même Rémi Cavagna. Il y a pas mal de monde dans ce groupe-là. Après, tout le monde n'est pas capable d'aller jouer la victoire d'étape. Parmi tout cela, vous voyez, il y a comme ça une petite hiérarchie qui va vite se mettre en place. Comme l'étape a été relativement calme, que ce soit dans le groupe à l'avant ou que ce soit même dans le peloton, il reste beaucoup de barres à tout le monde pour essayer de monter cette fin d'étape assez rapidement, et notamment avec des attaques qui se multiplient.
On va ainsi approcher des tout derniers kilomètres avec un sprint pour les points de la montagne que Barguil aborde de la meilleure des façons devant Bonamour, Hermans. Et regardez celui qui va contrer de manière super intelligente. On le voit, c'est le Cofidis. Allez, voilà, c'est maintenant Cofidis Guillaume Martin qui va comme ça s'envoler vers la victoire. De peu quand même, devant un excellent Warren Barguil. Est-ce que c'est Simon Clark qui fait 3? On va le voir dans un instant. Non, il s'est fait finalement surprendre par Van Sevenant à qui il en restait un petit peu plus. Et un petit peu plus tard, toujours les mêmes, on a Pozzovivo qui a bien réagi, qui a bien résisté. Et Roglic, Bernal, Alaphilippe, Pogačar, Simon Yates. Voilà, on tient les cadors de ce Tour de France. Ce sont ceux qui terminent le mieux les étapes. On le voit assez nettement. Et ici donc, la magnifique victoire. Encore une fois, l'échappée va au bout dès l'étape 10. Et c'était même le cas sur la 9. Donc ça, c'est un scénario qu'on ne voit pas systématiquement sur le Tour de France, sur Pro Cycling Manager. Des échappées qui vont aussi fréquemment au bout aussitôt. Michael Woods donc conserve les poids. On n'a pas réussi à faire basculer. Guillaume Martin prend l'étape. Herman s'est battu. Je pense que c'était l'une des dernières fois qu'il partait en échappée, ou en tout cas seul. Et Roglic a encore réussi à glaner quelques petites secondes, ce qui fait que il a maintenant 1 minute 33 d'avance sur Pogačar, 2 minutes 03 sur Bernal, au moment d'aborder la dernière étape de cet épisode-là. C'est l'étape qui arrive au sommet du col du Granon, donc l'étape 11, qui restera un moment très très important en vérité de ce Tour de France 2022, puisque c'est là qu'on a vraiment vu que Vingegaard était supérieur à Pogačar en réalité dans la lutte entre les deux, alors que Roglic s'était déjà quasiment avoué vaincu. Et bien c'est comme ça qu'on va voir ici aussi une hiérarchie peut-être soit s'établir, soit se confirmer là dans cette partie. J'ai envoyé 3 hommes à l'avant: Hermans, Zimmermann et Meintjes. Et là par contre je travaille pour Meintjes. Là faut pas rigoler, il y a un hors catégorie, vous le voyez, c'est le col du Galibier, et on va pas se priver pour essayer de marquer les points au sommet du Galibier, même si voilà, il y a un petit peu des atermoiements consécutifs au premier GPM du jour. Et dans le peloton, ça gère assez tranquillement. On monte par le télégraphe en cette étape 11. On va se retrouver à l'avant avec Hermans qui protège Meintjes et Zimmermann qui se tient disponible pour aussi rendre service aux grimpeurs sud-africains. On va vraiment jouer là maintenant. Les choses sont établies. Zimmermann sera un électron. Meintjes jouera le maillot à poids et Pozzovivo jouera le classement général, et puis tous les autres ont le droit de jouer aussi une victoire d'étape si une opportunité se présente. Mais voilà pour le télégraphe, on est passé, on n'a pas spécialement dominé notre sujet sur le sprint. Et puis derrière, voilà, après, allez, on soigne tout le monde, il faut qu'il se ravitaille. On va adopter un rythme tranquillou pour Christophe, pour Petit, etc. Et devant, je fais donner de Zimmermann parce que le peloton est en train de revenir. C'est pas possible ça. Sous l'impulsion d'Ineos qui roule excessivement bien, on a un rapproché du peloton. Du coup, j'ai donné puissance maximale avec Zimmermann avant qu'il ne s'écarte. Et maintenant, c'est Meintjes. Allez, il faut faire le boulot, mon grand. On a déjà fait craquer pas mal de monde au sein même de l'échappée. Voilà, Zimmermann va pouvoir comme ça donner des petits coups de main à Pozzovivo. Et Meintjes est parti seul. Voilà, Meintjes est parti. J'ai même pas eu besoin d'attaquer. Il est parti au train. Il a laissé tout le monde sur le carreau. Meintjes s'envole. Et d'ailleurs a refait un écart avec le groupe maillot jaune, avec le peloton. Puisque à un moment donné, Ineos a arrêté de collaborer. Je pense qu'il roulait en fait
sur... Ah, j'ai plus le nom. Il y avait quelqu'un qui était dans le groupe de tête, il y avait Warren Barguil, qui était top 10, et ça ne plaisait pas à certaines équipes. Et à partir du moment où Barguil a été repris, on laisse un peu plus de champ à Luis Mentis, qui passe comme ça au sommet du Galibier. Allez, je vais faire un petit coup de vis ici. On ne sait jamais, ça peut s'avérer payant par la suite. Qui va passer deuxième au sommet du Galibier? Allez, ça, c'est cadeau. C'est cadeau au moment où donc Jumbo-Visma assure le train de la poursuite derrière Luis Mentis et que Zimmermann n'a pas pu suivre les meilleurs, qui a été trop impacté par ses efforts dans l'échappée. Vous voyez, ça descend pas à tombeau ouvert du tout, hein. Ça descend tranquille, le Galibier, pour aller en direction du col du Granon. Et voilà comment l'ascension va se démarrer, avec Pozzo Vivo qui joue placé, avec Mentis dont l'avance fond comme neige au soleil. Là-dessus, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'a pas du tout les moyens de résister à l'énorme relais de Foss, Tobias Foss. On voit que quand même, il y a pas mal de coureurs qui arrivent à suivre le rythme, hein. Donc c'est juste que tout le monde a roulé pépère, et puis après, dans le Granon, on s'excite un peu. Dernière ascension du jour, c'est Uran qui va allumer la première mèche, regardez, avec Bernal qui va prendre sa roue. Derrière, Gaudu est pas mal. Simon Yates, Roglic, Pogacar, Alaphilippe, Bardet, O'Connor, voilà. Moi, je choisis plutôt de monter en effort curseur. Donc, on dira, on monte au train et on essaye comme ça de limiter les dégâts. Mentis s'est donc rapatrié en équipier protecteur de Pozzo Vivo avant que ce dernier ne doive se débrouiller tout seul pour essayer de limiter un petit peu les écarts au sommet et devant. L'inéluctable se produit. Roglic, bien plus fort que tout le monde, est en train de s'envoler. Bardet craque. Arensman est sur le point de le reprendre. Et Pozzo Vivo ne peut pas suivre tout ça, c'est trop difficile. Roglic va s'imposer de superbe manière au sommet du Granon. Donc on a quand même un petit raccord avec la réalité, c'est que c'est un Jumbo-Visma qui a terrassé Tadej Pogacar au sommet du col du Granon. Ça, c'est un petit point commun avec ce qu'on a vu dans la réalité. Après, c'est pas peut-être celui auquel on pensait, puisque Vingegaard a été plutôt utilisé comme équipier. C'est Alaphilippe qui fait 2. Incroyable. Bernal, Kwiatkowski, Schachmann, Lutsenko, Moscon, yes, Bettiol. Voilà, il y a pas mal de coureurs qu'on n'attendait pas réellement à cette place-là, mais ça prouve bien que ce col du Granon a été monté dans des conditions un petit peu particulières. Colbrelli, waouh. Il a été monté de manière assez particulière, puisque finalement, tous ces punchers non spécialisés grimpeurs là qu'on a vu franchir la ligne, pas très longtemps après Roglic, en fait, ils ont quasiment pas fait d'effort de la journée. Du coup, c'est une étape qui s'est courue sur un rythme qui était quand même pas très très soutenu. Il n'y a que accélération dans le Granon après, mais finalement, ça nous ramène un peu, vous savez, à l'époque Armstrong, là, quand ou même un peu plus tard, pour les Sky, où on avait finalement une grosse accélération dans le dernier col, et il y avait un écrémage qui se faisait, et puis le plus fort gagnait. Et puis en fait, là, c'était un peu la même chose. Voilà, les sprinters essaient de rentrer dans les temps. Bennett, Jacobsen, on a vu Caleb Ewan précédemment. Et puis on va avoir un petit peu peur pour l'un d'entre eux, Tim Merlier, qui va arriver à moins de 10 minutes du terme. Il n'est pas passé très très loin de l'élimination, Tim Merlier. Et Roglic donc assomme ce Tour de France. Que dire après ces 11 premières étapes? Que Roglic, sauf incident majeur, à course gagnée. On va voir le classement général. Donc voilà, Roglic 3 minutes sur Pogacar. Simon Yates fait plutôt un bon Tour de France, mais attention, Egan Bernal peut le reprendre. Alaphilippe 5e, pas mal.
Pozzo Vivo s'accroche. Il y aura encore beaucoup de luttes. Et puis par contre, pour le classement de la montagne, on n'est pas trop mal situé, mais on n'est quand même pas bien du tout. Surtout, encore une fois, si Roglic se met à faire les points, ça va être terrible. Groenewegen n'a plus beaucoup d'avance sur Merlier. Même Iwan peut encore prétendre au maillot vert. Même Roglic, d'ailleurs, si on est un peu taquin. Et ensuite, le reste est un petit peu moins surprenant. Pogacar, maillot blanc, tu m'étonnes. Jumbo-Visma, classement par points, sans blague, à la lutte avec Ineos. Ouais, tout ça est très très logique. Je proposerai donc la fin de ce Tour de France dans l'épisode prochain, sachant que j'ai aussi profité du mois de juin là qui avait précédé le Tour de France pour mettre beaucoup de choses au point sur la fin de saison, et notamment je prépare ma Vuelta. Voilà. À plus, bye bye.